Très bien, merci, cher Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Donc, justement, parler de la question palestinienne, donc, surtout en évoquant la défaite du droit international, me paraît d'une évidence fluide depuis un laps de temps, en fait, depuis la création de l'État d'Israël en 1948 et jusqu'à nos jours. Donc, l'ONU n'a eu de cesse de faillir donc à ses obligations premières, donc celle de la paix, la recherche de la paix et de la stabilité mondiale. Je rappelle la formule chère à Henry Cabot Lodge, qui était un ancien ambassadeur américain donc, auprès des États-Unis, qui disait, donc je le cite, « L'ONU n'est pas vouée à nous amener au paradis, mais à nous sauver de l'enfer ». Donc, sommes-nous arrivés, sommes-nous sauvés? J'en doute pour ma part. Je rappelle que, en fait, les difficultés donc, de l'ONU ont commencé avec le plan de partage. Le plan de partage de 1947, qui est à mon sens est une erreur historique. Donc, je rappelle que ce partage s'est fait en trois parties, c'est-à-dire donc la naissance d'un État arabe, d'un État israélien, et bien évidemment la mise donc sous un statut, c'est un régime international particulier des deux villes saintes, Jérusalem et Beth-Lehem. Donc, l'ONU a depuis multiplié donc les erreurs. D'abord, à mon sens, en retenant, ou plutôt en ne retenant du mouvement sioniste que sa louable intention bien affichée de garantir la sécurité des Juifs. Première difficulté, donc source d'erreur issue de ce plan de partage. Deuxième point, à mon sens, c'était d'ignorer le potentiel raciste anti-non-juif de ce mouvement. Troisième point, en ayant fait peu de cas du sort des populations non-juives de Palestine, les Nations Unies se sont volontairement ou involontairement laissées dominer par un puissant lobby, considérant la Palestine comme la terre promise des Juifs, selon l'idéologie donc bien connue sioniste en plein essor à cette période. Quatrième source d'erreur à mon sens, c'est également une violation flagrante des droits des peuples donc à disposer d'eux-mêmes. Je rappelle que ce droit est un droit inaliénable, donc contenu dans la charte donc, du 26 juin 1945, notamment dans son article 12, qui stipulait donc l'égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes. Qu'en est-il aujourd'hui? La conséquence immédiate en a été la première guerre israélo-arabe de 1948 et le début de la Nakba palestinienne, au contraire des mouvements sionistes qui se sont félicités du vote donc, de novembre 1947. Ils ont même vu une énorme victoire donc, pour la cause israélienne, considérant ainsi donc, avec joie la naissance effectivement, et la reconnaissance de la fondation de l'État d'Israël en Palestine, ce qui a bien évidemment constitué pour eux effectivement, un point de départ éventuellement pour plus de conquêtes et plus justement donc d'élargissement ou plus d'étendue géographique pour l'État d'Israël. On assiste donc depuis à une série donc de violations successives, donc insupportables, donc de la charte donc de l'organisation. D'abord, la violation permanente des frontières, l'application ininterrompue d'une politique d'élimination, d'annexion, d'expansion et de colonisation, alors que le tribunal international, organe juridique par excellence de l'organisation, a assimilé à plusieurs reprises la colonisation comme un crime de guerre. La prétention d'Israël de vouloir résoudre seul, en dehors de toute intervention de l'ONU, les conflits qui lui a même provoqués, ce qui disqualifie l'institution d'une quelconque intervention aux recherches de solutions. Troisième dépassement, troisième violation, donc la violation permanente des droits de la personne tels qu'ils sont définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, notamment la question de la torture, la question de la prise d'otages ou encore la liquidation physique des militants palestiniens. Le non-respect de la Convention de Genève de 1949 et ses annexes dans les territoires occupés alors qu'elle est la force occupante et de ce fait, il lui incombe l'obligation de protection des civils. Et enfin, le refus de tout contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique et la production des armes chimiques et biologiques en toute illégalité, avec la bénédiction américaine et occidentale, ce qui a permis à l'État hébreu d'introduire, je le rappelle, l'arme donc nucléaire dans la région, alors qu'on continue à le refuser à d'autres.
70 ans après, donc ce vote, ce vote donc, de 1947, ce sont en fait pas moins de 6 millions de Palestiniens qui sont toujours des réfugiés. L'État d'Israël refuse toute application de la résolution, notamment 194, sur le droit du retour des Palestiniens, prétextant du fait que cela peut entamer ou donc mettre en péril le caractère juif de l'État hébreu. A contrario, dès 1950, la Knesset, le Parlement israélien, votait la loi du retour qui permet à tout juif d'émigrer en Israël. Je ne vais pas revenir sur les différentes violations, les différentes résolutions évoquées notamment par mes collègues intervenants donc, qui m'ont précédé. Je rappelle notamment la décision très courageuse donc, de la Cour pénale internationale du 20 juillet 1988 relative à la construction donc, du mur donc, de séparation avec les Palestiniens. La motion émise par la Cour stipule que la colonisation, je cite, de territoires par une puissance occupante doit être assimilée à un crime de guerre. C'est pourquoi, dans ces conditions, je vais essayer d'aller un peu vite, parce que mon intervention est un petit peu longue, donc vous la trouverez bien évidemment donc, dans la publication de ce numéro spécial donc, autour de cette conférence. Je prends fait et cause donc, en disant que dans ces conditions si difficiles et face à cet échec patent de l'organisation de l'ONU, j'ai repris un article que j'ai rédigé en 2003, après l'invasion donc, américaine donc, de l'Irak, mars 2003, dans lequel j'ai parlé effectivement de la question irakienne ou l'intervention américaine en Irak, la défaite du droit. Et bien justement, je reprends un petit peu donc, la même connotation donc, pour essayer de parler effectivement donc, et dire si ce droit a été défait et que si l'ONU a été incapable jusqu'à présent de régler ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire réaliser la paix et la sécurité mondiale par le retour à la légalité internationale et au droit international. Donc, que faire de cette institution, ce machin, comme disait, pour prendre un peu l'expression de Gaulle, à quoi sert donc l'organisation dans ces conditions? C'est pourquoi je pense pour ma part que l'ONU se doit de se réformer ou disparaître. C'était un petit peu l'intitulé de l'article que j'ai rédigé en 2003 en parlant bien évidemment donc, des difficultés, des insuffisances chroniques donc, de l'organisation, précisément quand il s'agit du traitement de la question palestinienne, à telle enseigne que beaucoup parlent, pas simplement d'ailleurs donc les États arabes ou les intéressés au premier chef, en l'occurrence les Palestiniens, mais notamment d'autres parlent également aussi donc, de cette notion, cette formule si célèbre de poids, de mesure. Réforme, oui, comment? Donc j'ai relevé quelques points. Réforme quant à sa composition qui ne reflète plus la réalité actuelle du monde. L'ONU n'est plus représentatif du monde et encore moins, bien évidemment, celui du Conseil de sécurité qui devient un petit peu donc, paralysé par donc, des décisions plutôt de politique interne, de défense d'intérêts géopolitiques donc, majeurs des différentes puissances, ce qui, bien évidemment, nuit gravement à l'ONU et donc à sa capacité de résolution des conflits donc, à travers le monde. Autre possibilité de réforme, un élargissement s'impose aujourd'hui pour améliorer un peu plus sa représentativité. Réforme du droit de veto, notamment par sa limitation aux questions de recours à la force, uniquement, et l'obligation de motiver sa mise en œuvre pour remédier à l'immobilisme donc de l'organisation. Seulement, voilà, des obstacles majeurs demeurent. Quant à une véritable réforme de l'organisation, notamment du Conseil de sécurité, puisqu'il faut avoir l'accord des 5 membres permanents. L'ONU souffre également de la faiblesse actuelle de l'Assemblée générale. Autre fait, bien évidemment, autre remarque majeure qu'il faut relever, c'est pourtant ici que se doit s'organiser le débat et de se forger le consensus sur les solutions aux grands problèmes du monde, dont la question palestinienne. Dans un rapport à l'Assemblée générale datant du 7 mars 2006, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, donc Kofi Annan, a proposé aux États membres une vaste réforme de l'administration de l'ONU reconnaissant l'inadaptation des structures administratives actuelles aux défis que l'ONU est censée relever plus de 70 ans après sa création. L'avenir sera
promoteur certainement si nous parvenons à avoir une ONU courageuse et militante, capable d'assurer la paix et de servir de contrepoids démocratique face à la globalisation, une idée louable mais qui semble être là aussi qu'une illusion de plus. Le droit international, quant à lui, il doit rester dépendant des rapports des forces conjoncturels. Dans l'élaboration de ce droit, comme dans son application, donc pour pouvoir garantir la paix et la sécurité dans le monde. Il faudrait donc une organisation internationale forte, capable de se légitimer politiquement et de s'imposer à l'ensemble des États qui la composent. Il faut espérer que le droit international, qui est avant tout, je le rappelle, un langage commun, puisse, par un combat politique constant, contribuer à empêcher la guerre ou du moins à limiter ses effets destructeurs. Mais outre la faiblesse donc, du droit international, un des soucis majeurs vers une solution négociée, donc politique, du conflit israélo-palestinien et israélo-arabe, je rappelle quand même deux conflits, deux en un, il faut bien évidemment aussi relever ici le désintérêt arabe de la question palestinienne. Je ne veux pas revenir, bien évidemment, sur les cas des États, ça a été donc évoqué ici et là, état-major dans la composante arabe, effectivement, donc, notamment sur le plan militaire. Bien évidemment, je pense à l'Égypte et son accord donc, séparé de paix avec Israël sur le dos des Palestiniens, je le rappelle, donc, de Camp David de 1979, ou encore, effectivement, le cas de la paix séparée donc, réalisée par donc, la Jordanie donc, au milieu des années 90. J'ai fait une mention particulière sur l'Arabie Saoudite, donc cette puissance montante donc, du monde arabe, par le changement brusque qu'a opéré donc, le prince héritier Mohammed Ben Salman dès son arrivée donc, en 2015 aux affaires. Il y a là un rapprochement manifeste donc, de l'Arabie Saoudite avec l'État hébreu, et par la position pour le moins choquante pour beaucoup d'Arabes, celle de l'acceptation, ça a été rappelé à l'instant, de l'acceptation des monarchies donc, du Golfe, du plan de partage de 2019, du plan donc, du règlement définitif de la question palestinienne, bien évidemment d'après la vision ou l'approche, la conception américaine justement donc, de ce conflit, à savoir, je veux parler bien évidemment par le deal du siècle, donc ce que les Palestiniens appellent la deuxième Nakba. L'axe Riyad à Jérusalem a davantage en fait marginalisé la question palestinienne. Cet effacement a montré donc au grand jour les profonds bouleversements au cours au Proche-Orient. Un des attraits de ce bouleversement géopolitique majeur, c'est bien évidemment la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui s'est développée au point de devenir la ligne de faille principale de la région. Je mettrai l'accent bien évidemment sur l'acceptation de Riyad de ce plan appelé donc, le deal de siècle. En un mot quand même pour rappeler effectivement quels sont appelés le côté dangereux justement donc, de ce plan. Quelques évidences apparaissent à la lecture de ce plan. Un des éléments purement dangereux et violents énoncés donc, dans ce plan, c'est bien évidemment l'abandon de toute souveraineté palestinienne sur le troisième lieu saint de l'islam. Donc, chose bien évidemment totalement inacceptable pour les Palestiniens, qui d'ailleurs en violation parfaite du plan de partage de 1947. Le désarmement total de la bande de Gaza et de Hamas. Une autre question demeure en suspens, c'est celle du droit de retour des réfugiés palestiniens. Ce point est traité donc de manière expéditive par ce plan, dans lequel on peut y lire « Les réfugiés palestiniens auront le choix entre vivre dans le futur État palestinien, s'intégrer dans les pays où ils résident actuellement, ou s'installer dans un pays tiers. » Ignorant ainsi la résolution 194 dont je viens de parler. Alors, pour conclure, donc, néanmoins, il y a un espoir qui naît là le 10 mars dernier, avec on assiste à un bouleversement dans l'échiquier géopolitique donc, de la région, avec le rapprochement russo-ukrainien et russo-saoudien. Donc dans la guerre russo-ukrainienne qui a entamé, bien évidemment, qui a entraîné donc un rapprochement entre la Russie et l'Arabie Saoudite et surtout entre l'Iran et donc cette dernière. Ce rapprochement présente plusieurs enjeux. Un Iran mieux intégré au Moyen-Orient, l'espoir d'une accalmie en Irak, en Syrie, au Yémen, mais surtout
donc des bénéfices que la cause palestinienne peut en tirer. Un des bénéfices majeurs pourrait, bien évidemment, serait que donc les Palestiniens pourraient récolter d'avoir un certain isolement de l'État hébreu sur la scène régionale. Cet accord sonne donc, je conclus, comme un revers donc pour la politique étrangère israélienne. À mon sens, il faut s'y attacher à considérer que le problème palestinien se trouve à nouveau dans un tournant. Cette cause qui a tant perdu de sa justesse dans un monde arabe hyper divisé, depuis l'échec de l'arabisme, pourrait donc de nouveau se poser avec acuité auprès d'un monde arabe libéré, encore faut-il qu'il le soit, de son alignement, voire de son aliénation totale sur les positions américaines. L'accord irano-saoudien et russo-saoudien, donc sous l'égide de la Chine, pourrait sonner le glas du déclin américain donc dans une région si poudrière et probablement remettra en avant la justesse de la question palestinienne et la nécessité d'une solution juste et équitable par le retour à la légitimité du droit international et à l'application des résolutions onusiennes longtemps inappliquées. Un bouleversement à suivre avec attention. Merci.